Pile Gadget mène à Das Capital, quoi. Enfin, au bout d'un moment, tu passes, au niveau suivant, quoi. Ouais, mais alors C'est le chaud. niveau, là, il te demande le niveau d'avant. Bah, il y a pas, en fait. Le niveau C'est, d'avant, le manifeste du Parti communiste, c'est plus court. Mais bon, après le niveau d'encore avant en BD. Est-ce qu'il y a des gens qui ont connu les Snorky dans le chat? Oh non. Si. T'as connu toi? Pardon, oui. Qui sont ouais, les Snorky? Alors, Je sais plus après ce que c'était. Mais... Et en fait, ça c'était vraiment n'importe quoi, ça aussi. C'est pareil, c'est comme la quelle patrie. horreur. Ce dessin animé Ah, n'avait aucun sens. Mais toi, ça t'a traumatisé, je pense. Parce que... Et moi, tous les génériques m'ont traumatisé. J'ai quand même chanté le générique de Pif et Hercule pour 3 € la semaine dernière. Ah, c'est chaud, ouais. Les Snorky, non. Ah, ils ont connu. Oui, moi, bien sûr. Qui sont les Snorky, ouais. David Durieux les a battus. Ah, bah, il y a le général Pangolin. Salut Dai. Bonsoir. Et toi, t'as connu les Snorky, mais tu semblais le déplorer. Non, mais moi, j'ai connu Casimir, en fait, donc les Snorky, c'est de la merde, quoi. Casimir, c'était mieux que les Snorky? Ah bah oui, forcément. Pourquoi? Il était gros, il était orange, il avait des Smarties sur le corps, c'était magnifique. Ouais, mais c'est des sortes de poissons avec un tuba en épée devant la place du nez et ouais, comme des espadons avec un dard creux. Ils étaient toutes les couleurs et ils étaient sous l'eau et c'était encore plus débile que Bob l'éponge, mais avant l'heure. C'était trop fort. Non, mais c'était le concept. Et puis en même temps, pour les personnes âgées de plus de 40 ans, on avait Pile Gadget en même temps, donc c'était Pif, c'était bien. L'ancienne époque. Quoi. Après Dai, je crois qu'il a même pas connu Raon. Mais si, Raon, le fils des âges farouches, Raon plus vite que le vent. Oui, voilà, c'est la version de merde, mais Raon, normalement, c'était toujours plus loin. Un vrai communiste, Raon. Je me souviens juste qu'il faisait tourner un couteau et il disait, il a dit par là le couteau. Allez, toute la journée jusqu'au coucher du soleil, il courait par là. Il était un peu débile quand même, le gars. Hein. Voilà, il était limité. Dans la vraie version, moi j'étais dans un vrai quartier ouvrier à l'ancienne. On avait Raon au petit déjeuner. C'était donc l'arien communiste soviétique. Et du coup, effectivement, avec De Silex, il a inventé le feu, etc. C'était. Et je crois que j'ai même eu les BD Raon. Le feu, c'est communiste? Bien sûr. Ah ben, avec Pif Gadget, c'est devenu communiste. Genre, le feu, c'est communiste. Parce qu'il se répand de manière égale. Raon, le générique, c'est venu après, mais la BD de base, c'était dans les années 80. On a été. Le générique de Raon était bien au moins. Tu vois, c'était pas comme les dessins animés du Club Dorothée où c'était tout le temps la même chose. Bah ça justement, c'est l'ermite moderne et Michael J, même si vous les aimez pas, analyse super bien ça. C'est que c'était tout le temps la même chose avec la même structure, quoi. C'est quel que soit le dessin animé que tu regardais sur le Club Dorothée, quoi. Et d'ailleurs tout le temps chanté par Bernard Minet. Alors que Raon, tu vois, le générique, il avait de la gueule. Mais qui a regardé Raon, quoi. Mais moi, effectivement, pour les personnes âgées comme moi, on avait Raon et Spirou. Alors Raon, c'est la bonne propagande communiste, où effectivement, t'avais le gars qui se hissait de son statut de néolithique avec la science, les silex et les inventions à chaque épisode. Est-ce qu'il devenait un homo soviéticus? Voilà, Spirou c'était différent, c'était neutre, en fait, c'était entre Spirou et C'était si neutre que ça, Spirou? Pardon? C'est plus neutre que Tintin, quoi. Bah, en fait, Spirou à l'époque, grosso modo au lendemain de la guerre, t'avais Pif Gadget qui était communiste résistant, t'avais Tintin qui était ex-collabo, et t'avais Spirou, c'était entre les deux. Et, ah d'accord, par rapport au positionnement pendant la guerre, d'accord, ok. Ouais, voilà, bah c'était un peu le critère, hein, honnêtement. RG, voilà, RG pendant la guerre, vous savez ce qu'il en est, quoi. Et il était plutôt du côté d'Adolphe que de Gaulle, quoi. Et donc voilà, il y avait Pif Gadget qui était PC, t'avais Spirou qui était un peu entre les deux, qui était belge, quoi, neutre. On est neutre. Et t'avais Picsou, c'était la World Company. Ouais, voilà, bien résumé. Mais regardez, les riches sont sympas. En fait, Spirou, l'avantage, c'est que il y avait des morts. Enfin, quand t'as 6 ans, t'as de la torture, des meurtres et puis surtout du porno. Enfin, t'as ça dans les yeux quand t'as 6 ans. Bah,
t'es plutôt Spirou, quoi. C'est le concept. Ne faut-il pas dissocier l'œuvre de l'artiste? Bah si, je peux regarder des Tintins ou en relire. C'était pas la BD que je préférais lire, ceci dit. Moi j'étais content que ça existe en dessin animé. En fait, c'était toujours 80% de bulles et 20% d'images. Moi je disais, bah si je veux lire un vrai livre, en fait je lis un vrai livre, les gars. Mais du coup, là, il n'y a pas d'illustration. Et les illustrations non, mais c'est à 6... non, mais en même temps, à 6 ans, t'as accès à de la vraie BD belge. Comme Bourgeon, enfin je sais pas si à 6 ans tu voles les BD de ton papa et t'as Bourgeon, enfin les Passagers du vent, etc. Et ben Tintin c'est de la merde quoi, il y a rien. Coupe ton retour Carmadeus. Et toi t'as dû connaître la BD L'Incal et tout, parce que moi ça c'est un truc que j'ai toujours entendu parler en mode légendaire et je l'ai jamais lu. L'Incal noir. Ah c'est une tuerie l'Incal, t'as pas lu l'Incal? Avec John DeFool et tout, et c'est de là que vient le blast de DeFool d'ailleurs. J'ai pas connu. T'as pas connu L'Incal? Non, moi j'étais vraiment, enfin à 6 ans, j'ai décroché complètement de DBZ, etc. Et mes parents on pouvait aimer les deux. Hein. Oui, moi j'aimais les deux en fait. Les mangas. Et, moi ils voulaient pas non plus. Hein. Ils étaient en mode ouais, ça c'est les trucs qui rendent les gens débiles. T'avais droit à Cobra quand même. Ah non, mais j'avais droit, mais ils aimaient pas, tu vois. C'est même. J'avais juste droit à Cobra parce que là j'avais négocié pour Cobra parce que pour les quadras, si tu aimes pas Cobra, tu te fais péter la gueule à la récré, donc j'avais négocié, mais pour Cobra j'avais une exception, mais sinon j'avais pas droit au manga quoi. Et pourquoi Cobra c'était ok du coup? C'était c'est plus mature, c'est plus violent, c'est plus ah donc pour les parents c'est plus violent, donc c'est mieux. C'est un point de vue, remarque. Non mais Cobra, enfin je sais pas si tu connais. J'ai pas trop connu Cobra, non. Mature, soi-disant. Je connais vaguement, tu vois, mais j'ai jamais regardé quoi. Voilà, on a juste les quelques années d'écart qui font la différence, mais Cobra effectivement c'était vraiment du Sean Connery, c'est le gars violent. Enfin moi j'avais le droit de regarder Shining à 8 ans, j'ai été traumatisé. Et tout ça, et effectivement c'est le même registre quoi, c'est assez violent, mais il y a quelque chose qui était pas violent mais qui était cool, et c'est Lisande qui le balance sur le chat, mais je suis d'accord, c'est les Schtroumpfs. Il dit Tintin c'était un peu chiant, par contre les Schtroumpfs, étoiles dans les yeux, bah ouais, moi ça me faisait un peu ça. Les Schtroumpfs je les ai tous lus plusieurs fois, tu vois. Enfin jusqu'à je sais pas s'il y en a eu des nouveaux, mais... Oui voilà, effectivement il a raison, c'est les Schtroumpfs, voilà, c'est Gargamel, c'est la figure du père. Je vais peut-être dire une connerie, mais moi j'ai toujours dit que le village des Schtroumpfs aussi, hein. Le vrai communisme. Ah oui, en fait c'est complètement explicité dans le Schtroumpfissime et le Schtroumpf financier. C'est l'autogestion et l'absence de monnaie. Gargamel, c'est Zemmour en fait. C'est même au-delà du communisme, hein. Il n'y a plus de monnaie carrément. Hein. Ah non, c'est collectiviste, c'est des zadistes, ouais, les Schtroumpfs en fait. Ouais voilà, dégueulasse quoi. Enfin c'est... À part le Sarwell, on a tout quoi. Bah peut-être, on aura des Schtroumpfs en Sarwell. Ce sera très bien. Inch'Allah. On fait une spéciale Schtroumpf. Ah ouais, carrément, moi je serais chaud, tu vois. Mais faudrait que je les relise tous, faudrait que je retrouve les scans, parce que hors de question de tous les racheter, tu vois. Et par contre, ouais, il y en avait peut-être qui étaient peut-être plus anecdotiques, mais rien que pour le Schtroumpfissime et le Schtroumpf financier, là tu peux le deuxième niveau de lecture devenait vraiment évident, quoi, sur le coup. Là où sur d'autres tomes, fallait peut-être lire un peu entre les lignes. Oui, c'est l'esprit un peu Spirou. Effectivement, tu avais les Schtroumpfs en première page, et puis ensuite, Gaston, c'est mon préféré. Tu avais Kogaratsu, enfin les ancêtres des shonen, quoi. Ouais. Gaston, c'était l'anarchiste. Gaston, mais c'est pour ça, en fait, pour moi, Gaston, c'est assez lié à Spirou. C'est lié à Spirou via Fantasio. Tu vois, donc pour moi je me disais, est-ce que Fantasio c'est si neutre que ça, parce que après j'ai compris que tu parlais du contexte de la guerre, mais c'est pour ça que je me disais, ouais, en fait Gaston c'est une réflexion sur l'entreprise qui est plutôt rigolote aussi, tu vois. Mais Gaston et la Gaffe c'est formidable, enfin c'est les éditions Dupuis, c'est génial quoi. Enfin, sur le monde de l'entreprise c'est toujours d'actualité. Et puis enfin quand tu bosses en entreprise, enfin en administration ou dans des bureaux, Gaston Lagaffe, c'est
inimitable, quoi. Ce qui était étonnant, c'est que... Je vous conseille encore plus cynique, c'est les idées noires de Franquin, le même auteur, hein, qui a fait un album en noir et blanc ultra cynique. Une tuerie, c'est en deux tomes et je vous le conseille. C'est au profit d'Amnesty International, il me semble. Comment ? C'était au profit d'Amnesty International. Peut-être, ouais, c'est possible. Bah, c'est totalement anard, hein, et puis ça part dans tous les sens, c'est génial, quoi. C'est le Gaston cynique qui en met plein la gueule à un système, à une société, à tout plein de trucs de travers de l'homme, quoi. C'est génial. Un génie. Gaston Lagaffe, effectivement, quand tu bosses en entreprise, 35 heures, c'est déjà trop. Le truc que je trouve étonnant, tu vois, c'est que encore ça aurait été un peu crédible. Le but n'était pas d'être réaliste, hein, mais ça aurait été un peu crédible, genre si ça avait été des fonctionnaires qui virent pas un mec comme Gaston. Mais en fait, c'est pas logique qu'ils virent jamais Gaston, alors que c'est une entreprise privée, c'est les éditions Dupuis où ils bossent. D'ailleurs, les éditions Dupuis qui publiaient Gaston Lagaffe, hein, justement, c'était un peu une mise en abîme, quoi. Mais c'est un ami de Fantasio en même temps, Gaston. Oui, mais Fantasio, il est plus là au bout du 4e tome, quand ça arrête d'être les R1, 2, 3, 4, et que ça devient les vrais tomes, et c'est Prunel. Et Prunel lui passe quand même les trucs. Après, ça part un peu en couille, oui, mais c'est. Je crois qu'il y a une fois où il se fait virer, mais finalement ils le reprennent, tu vois, un truc comme ça. Ouais, puis après on voit aussi Gaston dans plein d'autres situations, donc c'est. Ouais, je pense que c'est Franquin aussi qui peut peut-être pas se lâcher totalement avec ce personnage-là, parce qu'il est pas. Enfin, c'est un public large, quoi, qui vise avec Gaston, il touche tout le monde comme Spirou. Alors que Idée Noire, par exemple, vraiment, je le conseille parce que tu sens que Franquin se fait plaisir, quoi. Il se fait un malin plaisir à trucider des gens, etc. Enfin, c'est juste génial, c'est jouissif. Et c'est comme Serre aussi, je sais pas si vous connaissez Serre, mais c'était vachement bien en humour noir. Et voilà, là, vraiment dans la BD belge, je vous conseille Serre et Franquin avec Idée Noire, quoi. C'est juste à lire, vous allez vous régaler, quoi. Et Baron qui nous rappelle les tuniques bleues brûlot antimilitariste de génie. Ah bah via le personnage de Blutch carrément. Et même via Cornelius, parce que Cornelius, de temps en temps il est rendu un peu sympathique, mais c'est que dans les moments où il fait ouais allez ouais t'as raison Blutch, viens on s'en fout et tout. Mais sinon le côté très justement, lui c'est le militaire un peu rigide, un peu oui l'obéissance, oui moi j'y crois et tout. Et du coup, ouais, en fait, le duo fonctionne bien. C'est que ce soit le personnage pro ou le personnage anti, en fait, les deux t'envoient un petit peu dans ce sens-là, quoi. C'est pas très clair ce que je dis ce soir. De Messmaker, ouais, de Messmaker. Non, mais t'as compris, hein, c'est les idées noires. Enfin, moi, j'ai connu, j'étais encore avant de changer de camp, j'étais à Amnesty International. Effectivement, oui, c'est super glauque parce que le sujet était glauque, quoi. Enfin, les idées noires de mémoire, hein, je peux me tromper, mais il avait fait un épisode, il avait fait une BD au profit d'Amnesty International et c'était sur la peine de mort, sur des sujets un peu dark, quoi. Ouais, c'est marrant, j'ai jamais entendu parler. À une autre époque, hein, enfin, c'est quand Amnesty International est parti un peu en couille. C'est idées noires tout court. Idée noire, oui. Ouais. Amnesty un peu parti en couille depuis le temps, mais ça se moque justement de toutes ces situations. Et en fait, ça en fait pas l'apologie, justement. Ça défend effectivement contre la peine de mort, contre plein de choses, contre l'esclavagisme au travail, contre, je sais pas, le capitalisme fou, capitalisme fou, je veux dire, ça doit être l'une des premières vannes où en gros, t'as un mec qui essaye de vendre des chaises et en gros, il se tue sur sa chaise parce qu'elles sont pas bien solides et qu'il est un petit peu ventripotent. Et en gros, bah, c'est le gérant de la boîte, quoi, qui vient vérifier si ces chaises elles peuvent se vendre, tu vois. Et c'est que des trucs à la con et effectivement, c'est choquant, mais c'est tellement bien fait. Enfin, je veux dire, c'est du très bon humour noir, un peu comme si t'arrivais près de chez vous et tout, quoi. C'est mais de mémoire, voilà, c'était des BD qu'il avait réalisés au profit d'Amnesty International. Il me semble aussi, c'est possible. Et parce qu'effectivement, il a toujours été aussi engagé, même si effectivement, quand on pense à Franquin, on pense à Gaston Lagaffe, au côté un peu neutre, gentil. Ah, c'est vrai qu'on reconnaît complètement le style, ouais. Et mais voilà, il était très très engagé, hein, Franklin. Ah, une intégrale, donc il en a publié plusieurs. Ah, après, c'était visiblement des très courts sketchs, encore plus courts que Gaston Lagaffe. Et oui, enfin, Fluide Glacial, tu m'étonnes. Fluide Glacial, j'étais moins branché par ça. Ceci dit, je trouvais ça pas mal, mais je sais pas, c'est devenu un objet de culte pour plein de gens. Adolescent. Gaston Lagaffe et Pif Gadget, c'est plus l'enfance. Au-dessus de Fluide. Gaston Lagaffe et Pif Gadget, c'est, excuse-moi, j'ai pas entendu.
Ouais, Pif Gadget et Gaston Lagaffe, c'est entre guillemets même combat. Enfin, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Pas tout à fait, mais oui, c'est. Pif Je Gadget, veux dire par là qu'ils inspirent des valeurs par rapport à des Spirou et Fantasio qui vivent de grandes aventures. Gaston Lagaffe et Pif Gadget, en général, après, que ça soit Pif Gadget, c'était toujours des histoires différentes, tu vois, avec des personnages différents, il me semble. En fait, il y avait toute une série. Enfin, Pif Il y avait Gadget, plusieurs séries, c'est quoi. comme Spirou, en fait. C'était comme Spirou, tu avais plusieurs BD, donc tu avais Raon, tu avais Placide et Museau. Et en Alors fait, que Gaston, ça c'est toujours la transmettait Gaston, tu vois. des valeurs plus que, je vais dire, Spirou et Fantasio ou Picsou, qui eux vivaient des aventures, mais ne transmettaient pas des grandes valeurs. Picsou, c'est clair. Hein. Après, Pif Gadget, c'était une émanation du Parti communiste. Donc, nous, on achetait ça pour les gadgets. C'était génial. Après, effectivement, il y avait une dimension un peu politique dans Pif Gadget. Après Picsou, il y a eu tellement d'auteurs que c'est dur de l'orienter, tu vois, parce que plein d'auteurs qui avaient des visions différentes. Tu vois qu'il y avait des auteurs qui étaient plus le gentil Donald contre le méchant Picsou. Tu vois ce que je veux dire? Après, Picsou, je reste toujours un peu sceptique sur les velléités politiques de Disney, mais effectivement, en tout cas, Pif Gadget, c'était vraiment une émanation du Parti communiste avec Raon, avec une certaine image de la propagande un peu soviétique, mais voilà, c'est l'arien, enfin, c'est la caricature, l'archétype de l'occidental, antiraciste, enfin, c'est dans toutes ces BD, alors qu'à Spirou, c'était un peu le même registre, mais en plus subtil parce qu'il se voulait un peu neutre. Par contre, bon, Disney, perso, j'ai toujours eu du mal. Pif Gadget. Et vous avez énervé Lisandre. Pif Gadget, c'était de la communication politique, comme McFloon et Carlotron. Oui, grave. Non, mais est-ce que Kelly a eu son Pif Gadget, son abonnement? Est-ce que Kelly Vision a eu, Lisandre, a réussi à faire pousser ses œufs préhistoriques? C'est ça la question, en fait. Et il y avait des œufs préhistoriques dans les gadgets? Ah bah oui. Et ça faisait quoi? Les gadgets, c'est les œufs préhistoriques. Et ça faisait quoi? Je les ai eus, c'est les Artemia salimna. C'était des organismes microscopiques en fait qui se baladaient dans de l'eau. Voilà. Ah d'accord, ah, oui, alors je croyais que c'était une plante, moi, du coup. Mais... C'était préhistorique. Non. Non, mais non, tu les as pas eu ou non, t'as pas réussi à les faire... Si tu avais réussi à faire éclore tes œufs préhistoriques et à les faire vivre et à faire une colonie, tu étais un bon lecteur, tu continuais. Par contre, si ils sont tous morts parce que, comme ton poisson rouge, eh ben, tu rages dans ton coin et tu arrêtes ton abonnement. Ah ouais. Donc voilà, donc effectivement. Moi, j'avais fait une collection d'escargots qu'on avait pendant plusieurs semaines, et un jour ils se sont enfuis. Donc je sais pas si ça fait de moi un mauvais communiste. Donc on les remettait. Tu crois réellement qu'à 6-7 ans, tu as cette approche de politique? Enfin, moi, c'est l'âge que j'avais quand je disais gadget. Oui, j'ai appris, je trouve, des valeurs, mais qui, entre guillemets, on dirait bateau, genre, oui, il faut pas être raciste, faut pas, sur la collectivité. Enfin, il y avait des messages. Faut pas tuer les gens, faut pas tuer les gens, mais non, mais c'est bête, mais voilà, que les autres étaient plus neutres. Alors, si c'est ça, être orienté communiste, je sais pas. C'était peut-être une affiliation, ça, je mets pas ça en doute. C'est comme les œufs de dinosaures, c'est-à-dire qu'effectivement, le but, c'est que tu avais tes œufs de dinosaures, tu les faisais pousser, et normalement, ils étaient censés éclore assez vite, pour voir le miracle de la vie humaine, du socialisme, éventuellement, et il y avait un côté éducatif. Tout ça dans les yeux de dinosaures, fallait avoir l'imagination, parce que... À l'âge que j'avais, honnêtement, j'ai pas subi ça, je vais dire. On ne faisait pas dans ce qui était écrit, il t'expliquait comment les entretenir correctement, oui, mais de là à te faire passer pour un mauvais si tu n'y arrivais pas, je n'ai ressenti ça, à aucun moment en disant ça. Je comprends pas ce que tu veux dire. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est juste que moi, mes œufs de dinosaures, ils sont morts en 48 heures, et j'ai beaucoup culpabilisé, quoi. Ah, tu t'en souviens encore aujourd'hui, du coup, ouais.
Ah, mais de toute façon, c'est comme quand mon Tamagotchi est mort en 1996 durant un été. Non, mais le Tamagotchi, on s'en fiche. Mais les autres dinosaures depuis le gadget. Non, moi j'ai culpabilisé quand il est mort. Pour les vrais quadras, tout le monde s'en souvient, quoi. Comme les poissons-sauteurs. En fait, c'était un petit insecte qui éclosait. L'inoubliable fabrique ton propre goulag avec des bâtonnets à glace du numéro 132. Une bonne vanne, éjaculotron. Dans le genre satire social mais tendance droitarde, tranche de vie de l'osier, génial aussi. Non conosco. Fallait entourer ton coin de sel pour pas qu'il se barre. Ah bah je savais pas ça moi. Non mais en fait quand ils se barraient c'est simplement le lendemain on les rattrapait, ils allaient pas loin tu vois en une nuit. Et avec ma cousine tous les matins on y allait pour vérifier est-ce qu'ils sont toujours là et tout. Ouais ils sont toujours là. Et voilà, c'était beau gosse, un élevage d'escargots. La machine à faire les œufs carrés. Ça me dit quelque chose, la machine à faire les œufs carrés, par contre. Oh, c'est quoi les BD maintenant je vois que, par exemple, Picsou a survécu. Et étonnamment, tu vois, justement, en termes de symbolique, le seul qui a survécu de tout ça, c'est Picsou. Si, Pif Gadget a survécu dans les Guignols. Ah bon? Pas dans les rediffs, en tout cas. Bah, putain, pourtant, je connais vraiment bien les Guignols et ça m'a échappé, tu vois. Si, avec Robert Hue. Enfin, la campagne de il y a 20 ans. Ouais. Je me souviens pas qu'il avait des gadgets, Robert Hue. Dans les Guignols, il faisait campagne avec le coutelas de Pif Gadget. C'est le dernier souvenir que j'ai de Pif Gadget, en fait. Arrêtez de faire les boomers, il y a énormément de BD super cool aujourd'hui. J'ai pas dit qu'il y a pas de BD super cool aujourd'hui, je dis juste que j'en lis plus tellement, mais... Et si, il y a plein de BD super cool aujourd'hui, déjà des BD japonaises super cool, on appelle ça les mangas, il y en a plein qui sont bien. Les mangas deviennent pas mal en plus en ce moment. Ouais, alors après moi sur la franco-belge, j'ai pas trop suivi moi les derniers trucs que j'avais regardés. Titeuf, ça j'avais lu les Titeuf, mon père les avait achetés, j'avais lu ça à l'âge adulte, tu vois les Titeuf, jeune adulte hein mais... Et puis après, bah maintenant, je sais pas, j'imagine que Titeuf c'est aussi super ringard et que t'as d'autres trucs qu'on remplacé, non? Bah donne des exemples, Fabrice. Il y a l'attaque des Titans. L'attaque, oui, bah SNK c'est très bien, oui, ça. Je fais du lobbying avec une copine à moi pour qu'elle le regarde, mais pour elle, les mangas, c'est oui, les gens ils font des tournois et la baston. Je fais non, c'est pas la baston qui est important dans SNK, c'est vraiment... l'histoire, les coups de théâtre, les personnages quoi. Ah, j'entends encore le souffle, je vais me faire une déco reco. Dans les dernières années, c'est vraiment le manga tiers S quoi, c'est... Et encore, là je parle que j'ai vu que l'animé, mais je vais finir par craquer et regarder les scans j'imagine, parce que là, ça devient chiant d'attendre quoi. L'Arabe du futur, j'ai commencé à le lire. Bah justement, la même pote à qui j'essaie de faire du lobbying pour qu'elle regarde SNK, elle a les 3 tomes de l'Arabe du futur. Enfin, je sais pas s'il y en a que 3, mais en tout cas, elle en a 3. Quand j'étais petit, on avait Akira. Akira, mais ça c'était juste un film, c'était pas un truc suivi. C'est un manga à la base, devenu un film bien entendu. D'accord, ouais. Mais bon. Mais c'était pas un très long manga du coup. Non, je crois pas. Non. Ça devait être en assez peu de tomes quoi. Mais tu sais quoi, ouais, Akira. J'ai un film dans Akira, je pense. Moi je l'ai vu sur le tard à Akira et j'ai pas supra kiffé. Je me suis dit, je me suis accroché à dans le contexte de l'époque, ça devait être stylé, mais l'avoir vu, moi je l'ai vu fin des années 2000, début 2010. Oui, non, ça m'a pas subjugué. Dans le contexte de l'époque, au niveau du dessin, ça a marqué un passage, quoi. Où effectivement, moi j'étais en cours de dessin, le prof de dessin me disait oui, le manga c'est de la merde, mais Akira, il y a un changement de génération, quoi. Je sais pas, tu vois, par exemple, j'ai découvert sur le tard les Cowboy Bebop et les Samouraï Champloo. Et là par contre ça a marché, tu vois, je me suis dit bah peu importe que ce soit vieux, ça fonctionne bien, tu vois, c'était peut-être un peu moins vieux Samouraï Champloo sur le coup, mais... Ce qu'il y a avec Akira, c'est que c'est une vraie œuvre cinématographique, c'est-à-dire oui pour l'époque, mais les gars ils ont quand même dessiné les 24 images secondes, ils ont fait appel à de la 3D alors qu'à l'époque c'était la folie quoi, c'est ça qui fait la beauté, mais Akira ça je pense, hein, je vais pas m'assurer, c'est que les mangas continuent bien après le film. Et il y en a encore qui sont sortis après. Je pense maintenant. Mes souvenirs, je vais dire. Enfin, c'est surtout, excuse-moi, c'est surtout que Akira, ça marque un peu la naissance des shonen, vous connaissez plus que moi, mais des mangas adressés à un public un peu plus vieux, quoi. Avec un peu plus de violence, des femmes enceintes, bref, des trucs un peu...
plus adulte, quoi. Enfin, Oui, c'était aussi le premier, on va dire, c'était peut-être le seul manga qui n'avait pas justement la télé qui passait derrière pour le tout public. Ce qui en fait oui, une œuvre voilà. cinématographique. Enfin, c'est comme ça que je vois la chose, quoi. Enfin, c'est ça. Moi, c'est vrai que n'étant pas éduqué dans ce milieu-là, quand on était petit, l'idée c'était d'avoir accès aux films adultes Shining avec Jack Nicholson. Effectivement, à l'époque, Akira, c'est surtout Akira, le premier c'était film une qui passe au transition cinéma, où hein, effectivement on au niveau avait des mangas. un Oui, manga voilà. adressé Adapté avec un d'un public truc plus de adulte, 13 quoi. tomes, c'est pas une petite BD, T'avais quoi avant? et c'est un putain de gros film en fait qui résume simplement en fait la BD qui s'arrête à un tiers de l'histoire quasiment. D'accord. Et le film c'était le premier manga en fait diffusé au cinéma. Surtout ça en fait. A fait son événement. Mais du coup, en 86, fait, enfin t'as pas l'histoire en 80. entier, quoi. Tu te fais bolos. La Ah non, manière t'as dont que elle a le été tiers faite, du quoi. début. En fait, à la naissance d'Akira, c'est là où Tetsuo va prendre Enfin, il y a une sorte d'apocalypse qui va se créer. T'as toute une BD avec des histoires de personnages qu'on ne voit même pas dans le film. Et toi, tu vas juste voir une partie de l'histoire. Et en fait, ça va être un petit peu déformé pour pouvoir faire un film à peu près cohérent. Tout en raccourcissant énormément. Parce que normalement, t'as 13 tomes. Et c'est à lire absolument Ah si ouais, tu on ne l'as s'est pas fait lu. bolos Parce que alors. c'est une Depuis le tuerie début. phénoménale. Mais c'est génial, hein. C'est vraiment à lire. C'est politique. C'est tout ce que vous voulez. C'est C'est juste comme la génial. stratégie Ender où ils ont mis même pas un tiers de l'histoire dans le film, mais le film c'est quand même Exactement. une C'est tuerie. juste un clip en fait. Tu sais, c'est comme un clip d'appel pour lire la BD quoi. Le premier tome à 15 ans, mais c'est un truc de boomer ça. Tu nous dis, on Ah, vous dit des trucs de Non, boomer. non, mais c'est une tuerie. Ah, Ah, mais oui, complètement. parce que Voilà. tu nous disais Pascal Brutal, et je lui dis, mais attends, mais je connais ça, donc c'est un truc de boomer. Mais je connais, mais je Et connaissais ça pas n'a rien à l'histoire, tu voir vois. avec des Je verrai. shonen ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas du tout ça quoi. C'est vraiment. Je Après en connaissais de nom. France, on prend ça avec la vague du shonen, pourquoi pas. Mais c'est vraiment le fait que c'est passé au cinéma parce que c'était vraiment un vrai film pour le Et salut cinéma. Monsieur Et du Manhattan. coup, ils ont décidé de le passer quoi. Et c'est un peu le même. On a eu le même tapage avec Ghost in the Shell en fait, qui a été aussi un gros film avec du gros budget derrière, donc qui a eu un tapage assez énorme. Lui, je l'ai pas regardé, je me suis toujours dit qu'il faudrait que je le fasse. Et... Ah oui, pas mal aussi. Après, il a vieilli maintenant, parce qu'il y a un peu de 3D dedans et tout, mais c'est quand même plutôt bien et c'est ce qui a inspiré quand même beaucoup de choses. Et limite, si tu n'as pas envie de voir le dessin animé, regarde le film qui est pas trop mal foutu. Alors, on te dit, le manga n'était pas fini quand il y a eu le film Akira. Ah, du coup, c'est pas de leur Fort faute. probable. Ah, C'est possible, ça par contre. Ils ont peut-être fait une Game of Thrones où ils ont inventé leur fin et... Mais après, tu sens quand même qu'il y a une partie du scénar qui peut-être n'était pas là, mais quand même, enfin, c'est quand même à un tiers du manga au moment de la naissance d'Akira, on va dire, enfin de sa renaissance, et tu vois oui, effectivement, tu vois, ça tord un peu les faits, mais quand même, il y a toute la volonté de te mettre en introduction de l'apocalypse et tout dans le film, donc tu sens quand même qu'il y a une part du scénario qui est quand même déjà bien écrite, et qui sait où il veut aller, en tous les cas, dans ce manga, parce que moi j'ai lu le manga, et enfin, c'est là où c'est tordu un petit peu. Donc effectivement, je pense qu'il savait déjà où il allait à la fin, quoi. Je pense que c'était un manga qui était un peu comme Evangelion, où Evangelion c'est l'inverse, c'est un anime, et après ils ont fait des BD qu'ils n'ont jamais réussi à finir, ou qu'ils ont peut-être réussi à finir récemment, quoi, mais c'était une galère. Et Evangelion, par exemple, c'est pareil, c'était calibré pour 27 épisodes, il me semble, donc voilà, ça pouvait pas aller plus loin. Et Akira, je pense que c'était pareil, c'était 13 tomes, et il avait fait un truc qui s'appelait Rêve, qui, pareil, était en un seul tome. Donc c'est quelqu'un qui est très coutumier quand même de choses assez courtes pour éviter que ça traîne en longueur et que ça fasse comme SNK ou tous ces trucs-là, quoi. SNK, c'est pas One Piece non plus, faut arrêter les gens. Hein. Ouais, mais c'est trop long quand même. Ouais, après, ce qui est chiant, c'est les mangas qui sont tellement longs que leur auteur il meurt avant que. Bon, bien sûr, il y a eu l'exemple de Berserk il y a pas longtemps, mais aussi Hunter x Hunter, on n'aura jamais la fin. Enfin, c'est chiant, quoi. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir Yu Yu Hakusho, des trucs comme ça, quoi. Et oui, la version couleur, c'était la version américaine en fait, adaptée pour le marché américain. C'est-à-dire que du coup, ils avaient colorisé tout le manga pour le marché américain, donc c'était dégueulasse en mode comics. Et normalement, le vrai manga est en noir et blanc, bien entendu. Et t'as des pages par contre qui sont peintes par l'auteur, qui sont magnifiques. Je suis un vrai boomer, je me suis arrêté à Dragon Ball Z. En fait, il y a plein de boomers, ils se sont pas arrêtés à Dragon Ball Z. Hein. C'est pas une question d'être un boomer ou pas. Mais... En fait, t'es un boomer parce que tu as connu l'époque Dragon Ball Z, tu veux dire. Oui, enfin maintenant, boomer, c'est dès que t'as plus de 30 ans, t'es un boomer. Donc, Dragon Ball Z, c'était clairement pas ce qu'il y avait de mieux à regarder. Ouais, c'est pas mal. Hein. Bon, déjà, ça dépend. Il y en a plein de gens pour qui Dragon Ball Z s'arrête à la fin de l'arc Namek. Et que le reste, c'est de la grosse merde, quoi. Moi, je trouve que Cell, c'est encore bien. Même Boo, il y a encore des trucs à sauver. Bon, par contre, tous les trucs après, GT, Super. Alors, Super, il paraît que c'est très différent en version papier. Les vrais boomers, ils ont même pas commencé DBZ.
Ouais, c'est-à-dire les vrais boomers, oui, c'est quoi ces conneries, les japonaiseries, ils disaient à l'époque, les boomers. Grave. Pokémon, maintenant, c'est un truc de daron. Putain, Pokémon, moi, j'ai jamais pu. Enfin, c'est. J'étais pas si vieux que ça quand c'est sorti. Moi, je me souviens, je devais avoir 12 piges, tu vois. Mais déjà, 12 piges, pour moi, je voyais ça un peu comme un truc de gamin. Mais. Puis j'aimais pas le jeu vidéo de base, quoi. Moi, j'ai eu Pokémon Blue sur Game Boy, j'ai pas aimé. Vous avez lu Achille Talon? Ouais, et j'aimais pas spécialement, non. Je crois que c'est le vigilant qui aime bien Achille Talon, donc faut pas Moi, dire du mal oui. de ça. Mais... Moi, oui. Moi, Ah, c'est oui. toi qui aimes bien? J'ai 2 mètres de long à ma droite. Achille Talon, c'est génial. Pourquoi Alors Bon, après, défends-nous faut Achille aimer. Talon. Je me souviens que c'était un mec qui Mais s'embrouillait avec son voisin et que c'était un peu osef, mais peut-être que voilà, j'étais trop jeune et que j'ai pas compris, c'est possible. non, mais c'est effectivement, bah, c'est pour ça que j'ai récupéré la collection parce que on a dit que mes nièces, même elles n'arriveraient pas à aimer. Mais j'ai récupéré la collection de 2 mètres de long. J'ai la collection totale de Achille Talon, Le Roi des Autres, etc. Non, non, c'est en fait Achille Talon, c'est Vends-le-nous. c'est très années 70. C'est Gottlieb, c'est un peu l'esprit pilote, etc. C'est un bourgeois classe moyenne qui parle d'une manière assez riche, on va dire. Enfin, c'est un cuistre, comme on pourrait le dire, Mmh. et qui a un autre voisin un peu cuistre également, et qui fait des humours en Mais rime, incompatibles etc. les deux. Oui, voilà, quoi, c'est un peu particulier, hein. C'est l'humour Gottlieb, pilote, faut aimer, quoi. Ouais, c'est vrai Je que le moi j'ai souhaite à pas été, personne, moi j'aime bien. j'ai pas été très fan moi perso, mais bon, je lisais ça quand j'étais en 6e, 5e, je me souviens, je me revois au CDI de mon collège lire des Oh, Achille Talon comme parce que j'avais moi. rien trouvé d'autre et pas trop kiffé que ma race quoi. Bah oui, j'avais le même âge que toi, quoi. C'est, mais effectivement, oui, c'est un peu particulier, c'est l'humour pilote, quoi. C'est Comment tu pilote, définirais quand il l'humour pète, pilote? bah, c'est un peu particulier. L'humour pilote, c'est Gottlieb, Achille Talon. C'est de l'humour un peu déphasé. Enfin, Achille Talon, c'est un gros monsieur qui est un petit peu à l'ancienne, très très réac, très vieille France, euh, et qui donc parle avec des Alexandrins, fait semblant d'avoir une connaissance des auteurs classiques et qui se donne un air un peu cultivé, quoi. Ouais. Et Gottlieb, c'est un peu le même registre, quoi. C'est un petit peu le côté aussi, le bourgeois gentilhomme, où le mec Oui, voilà, quoi. ignorait qu'il prosait pendant toutes ces années et qui est super content de l'apprendre. Mais voilà, quoi. C'est le clown, c'est un clown, quoi. Achille Talon est un homme moderne. Ah ouais, ça continue, le mec a un smartphone et tout. Ah, écoute, peut-être je redonnerai une chance à Achille Talon. Ce que j'aimais pas aussi, c'était Léonard avec son assistant qui lui servait d'esclave, là. Ouais, c'est un peu le même registre, quoi. C'est Moi, assez clown, quoi. tu vois, quand je pense à l'un, je pense à l'autre. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être le graphisme. Mais Non, 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 mais t'as raison. C'est juste qu'effectivement, Talon, moi, j'avais 8 ans, enfin, ou 10 ans quand je disais ça. C'est effectivement, tu apprends le français, enfin, tu découvres la magie de la lecture avec ça, tu avales tout, quoi. Enfin, comme Spirou ou autre. Enfin, Ah, effectivement, Achille quand on Talon. dit Spirou, j'étais pas très fan non plus. tu dois manger Disney, euh, C'était des la aventures. princesse Blanche-Neige, etc., et qu'on t'offre ça ou Spirou, ben tu manges Achille Talon et Spirou, quoi. Y a pas photo. Achille Après, Talon ou même effectivement, à Léonard ou nos même âges, Spirou. Achille Talon, Léonard ou même Spirou, ben, c'est le genre de BD que tu retrouves en fin de magazine, je vais dire TV ou autre, quoi. C'est bien plus, entre guillemets, tout public. Moi, je le ressentais comme ça, Spirou. C'était, oui, genre des aventures un peu gentillettes, mais. Et du coup, c'est pour ça, je n'ai jamais compris le lien, à part les éditions Dupuis, le lien qu'il y avait entre Spirou et Fantasio, Fantasio et Gaston.
Et il y a des fois un petit peu de crossover d'ailleurs entre les deux. Hein. Je me souviens qu'il y avait une BD où il y avait un peu un crossover où ils essayaient d'intégrer les deux. Mais je sais plus si c'était dans un Gaston ou dans un Spirou du coup. Je crois que le lien, c'est qu'il est journaliste, journaliste chez Dupuis, et Gaston est engagé chez Dupuis. Ouais, et Tu Spirou, c'était vois, pas un reporter pour je pense que Dupuis c'est ou un ça truc le comme lien. ça Non, Spirou, Fantasio, oui, c'est un journaliste. Hein. ouais, mais alors Spirou, je sais pas, parce que le mec est habillé en groom, mais ça j'ai jamais trop compris non plus. J'ai Ça, jamais moi non compris plus, le ça, délire je- de Spirou en fait, tout simplement. C'est Ouais. pareil dans Boule et Bill, il parlait souvent de Spirou, genre Boule, il était super fan de Spirou, et il y a plusieurs BD dans lesquels ça revient. Bah, du coup, c'était, en fait, c'est vrai que les mecs avaient fait un Dupuis Multivers. Literacy Universe. Ils La ont jamais chambre de fait les Boule, Avengers. justement, tu peux prendre des figurines de Schtroumpf, par exemple. Dans la chambre de Boule, dans Boule et Ah Bill. ouais, j'avais jamais fait gaffe ça, tu vois. Et en fait, toutes les BD Dupuis de l'époque, je vais dire, font des petits clins d'œil comme ça, un peu comme Disney fait en mettant des figurines. Ouais, mais c'était Je vais du coup dire, dans... ça Voilà, passait quoi. pas le fan service en fait, il y avait pas trop de cohérence entre les deux quoi, c'est dommage, je suis déçu. Bob et Ça Bobette, donne un lien à une tout BD ça, d'un quoi. Hollandais. Je ne connais pas Bob et Bobette, je t'avoue, Baron Perché. C'est Oui, Hergé, Bob et ça, non? Bobette et Jérôme, le chevalier d'or. Ça, c'était Bob et complètement what the Bobette, fuck. c'est Mais Hergé? what the fuck? Oh non, 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 c'était un flamand. Mais il me semble que Non, c'est c'était. Hergé. Je pense que c'était belge, mais flamand. Bob et Ne Bobette, m'arrange je pas. crois que c'est Hergé. Enfin, sincèrement. Oh non, non, justement, c'était. Oh non, Non. non, non, non! Tout le monde les confondait. Tout le monde les confondait, mais non, rien à voir. Déjà, à la base, ils étaient De en oui, néerlandais, les traductions. Non, Willy non, van mais, der Steen. non, mais autant pour moi. T'as raison. On l'avait attribué à Hergé, mais non, effectivement. Et eu souvent. C'était Non, l'univers était complètement différent. Bob et Bobette, c'était what the fuck de chez what the fuck, quoi. C'était avec une fée qui apparaissait de nulle part, qui les et emmenait merci dans Alcyon. un monde où il se passait un truc. Danyavad, Il n'y avait rien de cohérent dans Bob et Bobette. qu'est-ce que C'était tu me ça qui était dis? drôle, en fait. Il parle aussi beaucoup de Spirou dans les débats de GG. Comme quoi, tout est. Là, tu te moques de moi, Alcyon. Je les connais par cœur, les débats de GG. En quoi À quel moment ils ont parlé de Spirou Dans quel débat Ou alors, peut-être que je connais tellement mal Spirou que même dans les débats de Gérard, j'ai pas compris la rêve. Ça, c'est possible aussi. Boule et Bill, je crois que je les avais tous. Moi aussi, j'aimais beaucoup Boule et Bill. Je saurais pas expliquer. Là, par contre, c'était très léger hein, dans le propos, quoi. Mais est-ce que ça critiquait un petit peu la vie de famille à l'ancienne je crois pas. Je crois que c'était resté une BD assez tradie, hein, Boule et Bill dans le propos. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Moi, mais pourtant, C'est grave. j'en ai encore plein des Boule et Bill. Je vais pouvoir vérifier dès ce Oui, soir. Et je le ferai. c'était rigolo, mais il n'y avait pas de message sous-entendu, je vais dire, comme Gaston Lagaffe, par exemple. Ouais, c'est ça, ça restait très, très neutre. Ça critiquait Ah, un peu la Boule et pub. Bill, c'est la petite Parce que maison à le la père, prairie, quoi. mais le père, il travaillait C'est dans la la petite famille des années publicité 60, de la moyenne bourgeoisie. et il Il n'y a critiquait pas la Petite publicité bourgeoisie. d'une force, que Boule et Bill, quoi. Et il c'était critiquait assumé, beaucoup quoi. la publicité, en tout cas, le monde Mais de la publicité. est-ce qu'il y avait un fond Parce que Légèrement, d'une manière légère, mais est-ce qu'il y avait un fond derrière ces gags d'une page ou pas? Tu vois, je saurais pas dire. Moi, j'ai pas l'impression. Et pourtant, j'ai bien aimé. Et tu vois, j'ai besoin qu'il y ait un fond, tu vois, un autre niveau de lecture. Et là, je vois pas d'autre niveau de lecture. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé. Quand j'étais gamin et même adulte, je les ai relus adultes. Je les ai encore là. Donc, je les relirai sans déplaisir. Il n'y a pas plus neutre et gentil et assumé. oui, Je C'est, suis mais d'accord avec il y a ça. un message contre la publicité derrière. Enfin, moi que j'ai perçu et je les ai lus quand j'étais enfant, et je les ai relus quand j'étais je suis ado, je les ai relus d'accord, quand j'avais 20 ans. Salut, conducteur. Mais mais, Et il y a Monsieur mais Manhattan qui nous dit c'est l'équivalent du petit Nicolas qu'on lit plus tard, quoi, c'est gentil. Moi, je les ai lus justement à peu près à la même période. Moi, le petit Nicolas, je lisais vraiment ça quand j'étais gamin, et ça, par contre, j'ai pas essayé de les relire adulte. Mais le petit Nicolas, ouais, c'était ça, c'était une société un petit peu des années 50-60, tu vois, mais qui était restée figée dans le temps. Boule et Bill, je crois qu'ils ont changé d'auteur, c'est plus Roba qui le fait, c'est un autre. Et il me semble que ça. En tout cas, ça a évolué avec les technologies. C'est-à-dire, maintenant, dans Boule et Bill, il y a des téléphones portables et tout, tu vois. Alors qu'au début, évidemment pas, quoi. Mais les sinon, dans derniers, le je mais sais fond, à pas, la je vous base, avoue. excuse-moi, à la base, Boule et Bill, enfin, c'est assumé par le créateur. C'est parti d'une histoire d'enfant neutre, mais absolument neutre, d'un enfant qui perd son chien, et qui est un dessinateur qui a été ému
par l'image d'un enfant qui perd son chien et qui le Mm. tient entre ses bras. Il n'y a pas plus neutre que Boule et Ouais. Bill, quoi. Oui, parce que c'est vraiment ça. Le fond, c'est un enfant qui a comme meilleur ami son chien. Parce que, en fait, son chien est beaucoup plus son meilleur ami que son pote, là, on voit jamais ses yeux, qui a toujours une grosse mèche rabattue sur les yeux. Voilà, Là. quoi. Comment il s'appelle, là, son pote qui sert à rien, là Pouf, voilà. Alors, même son nom sert à rien. Bah, tu me diras, il s'appelle Boule, le gars, donc bon. Qui c'est qui appelle son enfant Boule? Les Roald Dahl sont bien quand on a 9-10 ans, je trouve. Moi, j'avais pas tant aimé que ça. Roald Dahl. C'était Charlie et la chocolaterie. Est-ce que c'était lui aussi Mon Bel Oranger ou ça avait rien à voir? Mon Bel Oranger, je crois que ça n'a rien à voir. Ce que j'aimais pas trop aussi, c'était en fait, finalement, c'est quand tu y repenses, en fait, ça part d'une famille ultra miséreuse et grâce à la loterie, la chance, ils vont avoir une chance de ouf et leur chance, c'est pendant une journée de visiter le truc d'un riche, quoi. Et je t'avoue que ce fond-là me gênait un peu. Même si le riche, il essayait d'être gentil, sûrement, mais bon. Ah bah tiens, on a Karim au standard. Non, on est resté à Charles Dickens. Ouais, bah alors oui, c'était un peu éloigné de Charles Dickens sur le coup, mais... À part peut-être le scénario du départ du petit garçon dans une famille très miséreuse, mais... Et salut Karim. Mafalda, ça me dit quelque chose, mais je me souviens plus, tu vois. J'ai lu Mafalda. Bonsoir Damon, bonsoir tout le monde, ça va? Comment ça va Karim? Est-ce que t'as une BD non japonaise que t'as kiffé? Ah ben moi je suis un spécialiste, hein. Tu es sur la bonne personne là. Ah, bah vas-y, fais-nous plaisir. Mais tu dois citer Raon, c'est obligatoire. Le fils des âges farouches, pardon. Je vais le faire à chaque fois. Alors moi je suis un grand lecteur de BD depuis enfance, hein. Je connais à peu près tout, mais je peux te dire que Boule et Bill, c'est le plus médiocre BD que j'ai vu dans ma vie. Boule et Bill. C'est une horreur, une horreur. Moi parce que moi je suis très À quel âge tu l'as lu? Karim est très chat. Non, je suis connaisseur, voilà, tu vois, je suis très, très critique parce que je connais très bien. À quel âge tu as lu Boule et Bill? J'étais... Première fois, à quel âge tu as lu comme tout le monde, hein, enfant, et dès l'enfance, quand j'étais jeune, l'adolescence, et j'ai vraiment trouvé ça très, très nul. Mais adolescent, tu as une autre approche qu'enfant à Boule et Bill, tu comprends? Non, moi je préférais les autres BD, je peux t'en citer plein, hein. Mais je préférais les autres. Ça, je trouvais déjà, quand j'étais ado, et je trouvais déjà ça un peu trop gamin, quoi. Tu l'as peut-être pas connu enfant aussi, quoi. Moi, je lisais ça vraiment quand j'avais 6-10 ans, quoi. Et puis après, je les ai relus un petit peu toute ma vie, les Boule et Bill. Ouais, bizarrement, ça m'a jamais... Ah, mais ça va encore, Boule et Bill. Ça passe, hein, comparé à ce qu'ils font les petits de maintenant avec... comment ça s'appelle? Ah, ne faisons pas les boomers. Attention, tu vas te faire traiter de boomer, Karim. Non, mais attends. Keuf, là, comment ça s'appelle? Vikeuf? Non, Titeuf, oui, Titeuf. Titeuf, ouais. Titeuf, c'est... Non, Titeuf, c'est excellent. Titeuf, moi j'ai trouvé que c'était bon. Après... T'imagines... Ah, non, moi j'aurais... Après, j'y vois pas franchement de fond, mais... Moi, je serais adolescent. Quand t'es gamin, Titeuf, ils parlent de trucs, ils ont un langage que quand t'es gamin, tu parles pas comme ça. Enfin, si, tu parles entre tes copains, mais pas avec les adultes. Et ça passait à la télé, et je crois que c'est ça qui a fait le succès de Titeuf. Non, mais la BD Titeuf, c'est... ça mérite même... je sais pas, mais moi, c'est... Oui, je suis pas très fan du graphisme, effectivement, Titeuf. Bah déjà, c'est vrai que le personnage principal a une tronche énervante, mais... Moi, moi j'aurais des enfants, je les ai interdits de lire Titeuf. Ah ouais, c'est quoi ce bagne là que tu vas faire pour tes enfants? Est-ce que tu aimes Raon et Cobra? Ah, Cobra, je connais très bien Cobra, la série Cobra, le manga Cobra. Et Cobra, tu aimes, donc tu es un copain, tu es comme nous. Cobra, c'est génial. Cobra, c'était mon héros de... Ouais, ça date, Titeuf, oui, c'est... Dis que Cobra, c'est bien. Cobra, c'est magnifique, Cobra. Tu parles voilà, du manga, la série. Là, il est content. C'est extraordinaire. Voilà, je suis content. C'est surtout... Et tu sais, l'homme de verre. Ah putain, c'était bien ça, l'homme de verre. Et Cobra contre l'homme de verre, c'était un homme qui était nu presque, mais sauf qu'il était tout en verre. Et tu pouvais le taper, faire ce que tu veux, il cassait jamais. Mais Cobra, il avait une solution pour le tuer, c'est qu'il savait où le toucher. C'était génial. Tu te rappelles l'homme de verre, c'était un nudiste. C'était un connard de hippie qui passait ses vacances au Cap d'Agde. Et Cobra était meilleur.
C'est le concept. Ouais. Et tu sais, je vais te donner une anecdote sur Cobra. Tu sais, le dessinateur, enfin le mec qui a fait le manga, il s'est inspiré de Jean-Paul Belmondo. Oui, bah, ça, tout le monde le sait que il y a d'autres anecdotes. C'est très inspiré. Il y a d'autres trucs dans Cobra encore. C'est la première fois que j'ai vu une fille nue dans un manga, c'est dans Cobra. Ouais, Cobra, il y avait beaucoup de filles nues. C'est la première fois que j'ai vu une fille nue, complètement nue, c'était dans Cobra et c'était Harry Créado. Voilà, je voulais juste faire rager Dayman mais c'était parce des belles femmes, qu'on est officiellement une chaîne de boomers de Quadra. Et donc, pas encore Quadra. Ne me mettez pas dans votre sac. Boba Fett, c'est juste les Belges qui connaissaient. Moi, je connais un peu parce que je vis à Lille. Je connais un peu, je suis à la frontière. Et j'ai déjà lu. En fait, Boba Fett, c'est une sorte de Matrix, tu vois. C'est une sorte de Matrix, c'est-à-dire qu'ils font une histoire, mais ils rêvent en fait de l'histoire. L'histoire, elle est rêvée. Et ça se passe tout le temps comme ça, tu vois. Mais c'est pas dans. C'est vrai, c'est comme il a dit, c'est très bizarre, quoi. Pas dit que c'est rêvé, quoi. C'est que ce truc est what the fuck. What the fuck, voilà. What the fuck. Mais moi j'aimais bien, moi. Moi, quand j'étais ado, je kiffais ce truc. Je disais tout. Je crois que ça n'a pas dépassé la frontière française. Excuse-moi, t'interromps, Si. Moi, j'ai trouvé dans la bibliothèque. À la bibliothèque, j'en trouvais, moi. Oui, mais je veux dire, c'était un peu plus de niche, entre guillemets, que par chez nous. En fait, on était juste à côté. Et comme on a un pays qui a 2 langues, ça a été traduit. Mais c'est fort connu, oui, du côté de tout ce qui est néerlandophone. C'est énorme. Oui, mais même en Hollande et d'autres pays, il y a d'autres pays néerlandophones, je vais y arriver. C'est dommage, hein, c'est dommage parce que c'est pas mal. Franchement, les Français, enfin en France, je veux dire, ça passe quoi. Je veux dire, s'ils seraient commercialisés, enfin ils auraient mis ce truc ici en France. Ce serait bien, je crois que ça aura marché, quoi. Ça, ouais, c'est pas nul, hein. Il y a Samirus sur le chat, il y a Samirus DZ qui demande. D'ailleurs, il y a une BD en français. Il y a des BD en français pour initier ses enfants au marxisme. Tout à l'heure, tu m'en parlais de Pif Gadget, du coup, mais il y en avait pas mal dans ce style-là. Moi, j'ai pas très bien connu lesquels étaient les mieux parmi celles qui étaient dans Pif Gadget en la matière. Bah oui, moi, j'ai lu Das Kapital à 13 ans. C'était super chiant. Comment le titre? Das Kapital. Das Kapital. Ah, le chef-d'œuvre de Marx. Mais ils l'ont fait dans Pif Gadget en BD? Non. Ah, d'accord. Je comprenais pas le rapport avec la question, du coup. Non, mais voilà, enfin, la découverte du marxisme, Pif Gadget mène à Das Kapital, quoi. Enfin, au bout d'un moment, tu passes au niveau suivant, quoi. Ouais, mais alors, le niveau. Là, il te demande le niveau d'avant. Bah, il n'y a pas, en fait. Le niveau d'avant, le manifeste du Parti communiste, c'est plus court. Mais bon, après, le niveau d'encore avant en BD. Bah non, mais entre Raon et le manifeste, il n'y a pas de niveau intermédiaire, en fait. Ah. C'est... bah, file-lui Raon. Voilà, quoi, c'est... Enfin, le manifeste, honnêtement, à, on va dire 11-12 ans, tu peux lire le manifeste. Ouais, puis ça fait 40 pages, le manifeste, hein, donc... Bah, honnêtement, enfin, voilà, tu l'as lu... mais c'est mieux quand il y a des images, hein. Moi, je préfère quand il y a des images. Dans le manifeste, ça aurait été un peu... Oui, ils auraient pu, ceci dit, oui. C'est vrai, en fait. Bah, avec des photos de Raon, ouais, ça aurait été pas mal. Mais moi, ouais, voilà. Le manifeste, c'était le 19e. On faisait avec les moyens du bord, quoi. Une version manga du Capital, c'est quoi, Éjaculotron? Ouais, ils ont fait ça, ouais. Il y avait aussi Ganesh. Non, c'était qui? Il y avait pas Ganesh 2 qui était dans le coup de la BD qu'ils avaient faite sur Mélenchon, où Mélenchon c'était un personnage mais vraiment de manga, où il allait à l'Assemblée et il défonçait à coups de poing et à coups de pied tout le monde dans l'Assemblée, tu vois. Bon, c'est un peu rien à voir avec la question, mais on s'écarte un peu. Mais bon. Si. On peut Ganesh le mettre dedans. Moi, je me rappelle Demon. C'était bien Ganesh 2 du coup. Ok, carrément. Quand j'étais ado, on se foutait de ma gueule parce que je lisais que des BD en fait, parce que moi j'aime bien les images. Et les gens ils me disent oui, tu lis pas de livres, tu lis des BD, t'es un con. Tu lis Pif et Hercule, t'es un con. Les gens, tu vois. L'un n'empêche pas l'autre. Je sais pas, moi je préfère lire une belle BD, mais vraiment bien quoi. Comme pour moi le meilleur c'est Cortal. Moi c'est Cortal Maltese qu'un livre. Quoi. Ouais. Moi j'aime bien les images, et surtout les images bien faites, tu vois, quand c'est vraiment bien fait, ouais. Mais les images, tu peux bien les faire dans ta tête avec le texte justement. Peut-être j'arrive pas avec le texte justement. Et on accueille Léo Victor.
à l'antenne si vous pouvez lui faire Bernard Werber, moi, lui, un petit peu de place. Oui, justement, j'en discutais avec le collègue qui était là. Je me souviens que je lisais. Bon, j'ai entendu que t'aimais pas Léonard, donc je vais pas reprendre là-dessus parce que moi c'était une BD que j'adorais. Qu'est-ce que t'aimais dans Léonard? J'aimais bien le fait que à la fin, en fait, que Disciple c'était un peu son souffre-douleur et qu'il faisait des inventions qui étaient pas terribles et que des fois c'était Disciple qui en subissait les conséquences et que des fois qui arrivait à corriger ses inventions en fait. Je voulais parler en fait d'une. Moi je lisais beaucoup, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'était les Picsou. Ah, il y avait Sneakers au standard si tu veux revenir après. Les Picsou, toi t'as aimé quoi? C'est la jeunesse de Picsou? Est-ce que t'es plutôt au Barks ou Rosa? Et qu'est-ce que tu penses de ce que c'est devenu Picsou? Fais-nous plaisir, vas-y. Bah non, je lisais Picsou en fait et je me souviens d'une histoire qui m'avait marqué en fait. C'est Picsou un jour avec il y avait ses neveux, je crois que c'était les BD où il y avait que ses neveux, il y avait pas Donald avec lui. Ils vont voir Géo trouve tout qui fabrique une machine à voyager dans le temps. Pour une fois qu'il réussit une invention, lui c'était pareil un peu. Ouais. Et ils voyagent dans le futur. Et dans le futur, à un moment, ils sont dans un espèce de monde un peu à la Retour vers le futur. C'est-à-dire avec un tout petit burger, ils le mettent dans un micro-ondes et ça fait un vrai burger. Ils ont des sachets où ça fait de la poudre et ça se transforme en aliment et tout. La vision du futur d'il y a plusieurs décennies, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, Oncle Picsou est très surpris de ça. À un moment, il sort sa montre à gousset, sa fameuse montre à gousset, et puis il dit « Oh là là, en moins de 15 secondes, un temps record et tout. » Et là, les gens du futur, ils regardent sa montre à gousset, et puis ils font oh, « Mais une montre à gousset, comme à l'époque et tout, je vous l'achète 1 million de francs. » Alors là, Picsou, ça lui tourne la tête, et puis il y en a un qui fait « Non, 2 millions de francs. » Puis l'autre, il fait 5, moi 10, moi 15. Et il finit par la vendre. Et après, il vend son chapeau de forme aussi. Enfin bon, bref, à des sommes folles. Et en fait, au moment de revenir... ouais, et au moment de revenir à la machine à voyager dans le temps, en fait, puisqu'ils doivent revenir à un moment, à une heure donnée, elle disparaît. Ouais. Et donc, du coup, ils se disent, on a de l'argent, on va aller à l'hôtel. Et en fait, dans ce futur-là, l'hôtel, au lieu de coûter 50 €, ça t'en coûte 5000, quoi. Donc en fait, le fait qu'il ait acheté la montre à gousset 15 000, en fait 15 000 c'est comme 10 € pour nous aujourd'hui, quoi. Ouais. Et Picsou qui n'avait pas vu l'inflation venir. Ouais, c'est ça, mais ça m'avait... je sais pas pourquoi cet épisode m'avait énormément marqué en fait. J'aimais beaucoup les aventures de l'oncle hyper riche avec ses petits-neveux qui préféraient vivre de grandes aventures plutôt que d'essayer de racketter leur oncle pour avoir un petit peu de monnaie, quoi. Il y a rarement ça. Il y a un peu le côté de Donald parce que lui, il est en mode pas le choix, il est en mode toujours pas de travail, il se fait virer de partout, il vit à moitié dans la misère et du coup, il essaie de gratter un peu. Mais les petits-neveux, non, oui, c'est en mode... Et, du coup, t'as l'impression que Picsou s'entend mieux avec ses petits-neveux, ce qui paraît logique, qu'avec son neveu tout court. D'ailleurs, dans cette BD, tout le monde est le neveu de quelqu'un. Il n'y a jamais de parents, en fait, si tu regardes. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais c'est ça. Je sais plus qui c'est, quelle vidéo j'avais vue. Où, à part Mickey et Minnie chez Disney. Ouais, mais... chez Disney, d'une manière générale, tu veux dire, ouais. Ouais, il y a très peu de... si, la petite sirène, il y avait des parents et des enfants... Ouais, mais la sexualité est pas vraiment abordée, en fait. Ah, tu peux parler de filiation sans parler de sexualité, ceci dit. Hein, mais... Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Mais par contre, bizarrement, j'avais regardé, mais c'est pas si vieux que ça, en fait. Parce que je suis plutôt, par la description que vous en faisiez tout à l'heure, je suis plutôt un boomer. Même si je me sens beaucoup plus jeune que certains jeunes. Mais concrètement, j'avais regardé le dessin animé Picsou. Qui était la bande à Picsou. J'aimais pas du tout, quoi. À comparer de... Moi non plus. Le dessin animé Léonard qui était sympa. Et il y a eu un re-upload de la bande à Picsou là récemment. Et j'en ai regardé que 3 épisodes, donc je me prononcerai pas trop non plus. Mais c'était pas si mal. J'ai trouvé ça pas mal. Et pourtant, j'ai regardé ça, tu vois, avec mes yeux de trentenaire, pas encore quadra. Mais
Et ouais, j'ai fait ouais, pourquoi pas, dans un moment où j'ai rien à foutre, j'en regarderai d'autres. Bon, j'ai pas trouvé d'autres moments où j'en avais rien à foutre, mais bon. On rappelle que Picsou paye toutes les dettes de Donald. Ouais, non, mais attends, c'est souvent des dettes qu'il crée lui-même à Donald. Enfin bref, c'est... Ouais. Mais moi, je suis chez Quadra depuis. Et il le tient par les depuis un dettes, petit hein, c'est moment. faux. Hein. Ouais, je suis Quadra depuis un petit moment et moi, c'est vrai que j'ai encore mon carton avec tous mes pif gadgets. Ah ouais? J'aimais beaucoup les gadgets, ouais, la machine à faire des œufs durs, carrés. Alors, des trucs comme ça et tout. c'était laquelle la BD la plus marxiste dans Pif Gadget? Ah, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y avait plus un truc politique avec le méchant qu'ils avaient mis dans Pif Gadget, Crapulax. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que quand c'est passé en série animée, tout a changé complètement, les personnages, le contexte, et la BD a passé à stopper toutes ces BD avec Crapulax, le professeur Belle-Pomme, toute cette trique-là, pour le truc, excusez-moi, mais débile qui passait sur TF1, et Ouais. c'est ça que tu trouvais dans les pages de la BD, et ça c'est vraiment devenu dommage. Il y a beaucoup plus débile, parce qu'il y a l'ancien milice qui avait ressorti Pif Gadget en magazine, qui était vaguement dessiné par des fans qui étaient très mal dessinés. Ça avait fait un tollé d'ailleurs. C'était vraiment. Bolchevique a fait une vidéo là-dessus, je pense. Oui, il y a eu une vidéo là-dessus. J'ai regardé l'autre jour, là, justement, sur YouTube. C'est un peu le problème des mecs qui ont mon âge, qui ont 47 ans. C'est que quand on reprend. Il paraît que t'as pas la voix d'un Quadra. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah bah écoute, tant mieux. J'en ai pas la tête non plus. Hein. Mais ouais, c'est un souci avec. Dans la bande à avec tous ces trucs de Pif Gadget de l'époque et tout, et de refaire. Comme là, dernièrement, moi j'avais regardé le remake des Merveilleuses Cités d'Or. Je suis pas fan du tout. J'étais pas très fan non plus, moi non plus. Ouais. Ah non, mais le remake, moi je suis pas fan par contre. Mais autant les Merveilleuses Cités d'Or, moi j'aimais bien. Mais le remake, je sais pas, je retrouve pas je retrouve pas l'âme du truc en fait. Je retrouve pas l'âme du dessin animé qui m'a plu à l'époque. Ah, je croyais que tu parlais de la chanteuse l'âme, ouais, parce que si quelqu'un la retrouve, prévenez-nous. Il y a des avis de recherche. Non. Les Merveilleuses Cités d'Or, quand ils ont fait le remake, la suite, ils ont suivi quand même le scénario que Pif et Hercule, ils ont complètement tout changé, les personnages. C'était un changement radical. J'avais même pas compris qu'il y avait un rapport avec Pif et Hercule, moi, c'est pour te dire. Et Pif et Hercule, c'était les deux personnages principaux de la BD Pif, je vais dire. Oui, mais alors sur le fond, moi, parce que la série, je l'ai regardée, tu vois, je me souviens encore du générique par cœur, mais c'était pas. Ah non, ça avait rien à voir avec Pif Gadget, Crapulax, Professeur Belle-Pomme, Plastique des Museaux, la bande. Moi, j'aimais juste le générique, c'est comme pour vous sur les. Et il y avait aussi des messages antiracistes dans Cité d'Or, avec Esteban et son copain, le hindou. Atao. Atao, ouais. Et, ouais, mais dans les animés. Ils étaient ensemble et tout. Oui, c'était. Oui, mais dans les dessins animés de cette époque-là, moi j'ai grandi à cette époque-là, il y avait beaucoup de messages antiracistes, un peu à la Unité de Color of Benetton, tu vois, avec plusieurs fratries et tout. Ouais. C'était pas vraiment de la propagande pour l'époque, quoi. Hein. C'était pas dérangeant plus que ça. Oui, c'est-à-dire qu'après plusieurs siècles à avoir un fond raciste dans les récits, ils se sont dit bah tiens, peut-être on va essayer de faire l'inverse pour voir. Oui. Alors, peut-être des fois c'était fait maladroitement, hein, mais bon. Mais bizarrement, je sais pas tout à l'heure qui c'est qui disait. Là, je vais faire le boomer. Je suis un peu d'accord. Je trouve que les BD. Alors, je connais pas trop les BD de maintenant, mais. Est-ce que c'était mieux avant ? Mais les dessins animés de mon époque, hein, parce que moi je suis né en 73. Les dessins animés de mon époque étaient peut-être un peu moins. Je vais pas dire moins bêtes, mais moins naïf, peut-être sur ouais, c'était plus pour la détente en fait. Il y avait pas. Ouais. Et je peux te citer un exemple. Moi, je pensais l'inverse. Je peux te citer un exemple. Toi, Goldorak, à un moment donné, quand il court comme ça, et puis il rentre dans son truc et tout. En étant en 78, c'était une révolution de voir ça. T'imagines le truc ?
Tu sais, quand la scène, quand il sur la forme plus que sur le fond, sur le coup. Il prend son truc. Mais toi, non, mais franchement, les Japonais, ils avaient. Parce que sinon, c'est l'histoire d'un chevalier qui va combattre le mal, tu vois, mais bon, plus ou moins, quoi. Alors, c'était merveilleux. Goldorak, moi, il y a une réflexion que je me suis fait un jour, qui est quand même bizarre. C'est que quand t'as un Golgoth qui arrive dans une ville, c'est toujours une ville de pêcheurs où ils sont tous à la pêche, en fait. Ah bon? Il n'y a jamais personne dans la ville quand il attaque la ville et qu'il détruit les bâtiments. Bah, les pêcheurs, peut-être, ils prennent cher, non? Personne ne s'inquiète plus que ça, pas l'armée, rien. Non, mais à part les bâtiments, il y a vraiment un truc peace and love, on tue pas les gens, quoi. Un peu à la... Peut-être les Golgoth, ils voulaient faire une guerre propre, tu vois, ils détruisaient que les infrastructures. Dans Goldorak, il y a des morts. Ouais, mais c'est ça. Il y a des morts bien trash dans Goldorak. C'est ça. Il casse des immeubles, mais t'as toujours le professeur, je crois que c'était le professeur Procyon, qui dit heureusement c'est un village de pêcheurs, il y a personne dans la ville, ils sont tous à la pêche. Tu vois, ouais, je sais pas. Et puis aussi, ça tombe bien. Mais les ennemis s'organisent mal, du coup. Dans Goldorak, on voyait des morts bien violentes, je veux dire, ne fût qu'émotionnellement. Tobio qui nous dit c'est surtout une histoire de budget d'animation, il y avait peut-être un peu de ça. Ouais, aussi, ouais. Mais si tu... Oui, puis c'était l'un des premiers, je crois, en France, Goldorak, donc forcément, si on voyait des humains se faire tuer, déjà, vu le problème qu'il y avait eu avec Goldorak à l'époque, c'est vrai que ça aurait eu du mal à passer. Mais si tu veux des dessins animés comme ça, moi, il y a un dessin animé que j'adorais dans le Club Dorothée, c'est celui qui a posé les problèmes, justement. C'était Ken le survivant, quoi, Kenshiro. Ouais. Ça, j'ai jamais trop regardé. Ouais. Ken, c'était mon héros. Je l'avais en poster et tout dans ma chambre, tout, je mettais en poster, comme s'il existait vraiment. Ouais, il était une fois, c'était bien aussi. On a trouvé ça trop fort, la vie. Ken, le survivant. On voyait jamais ça, quoi. Moi, j'ai trouvé des vidéos d'épisodes de Ken le survivant sur YouTube. Ouais, je l'ai fait regarder à des gens qui ont entre 18 et 20 piges aujourd'hui. Ils me disent, mais tu trouvais ça violent à ton époque? Mais c'est une blague. Ça dépend. En vrai, il y a eu une génération, je ne savais pas si c'est toujours le cas, mais il y a eu une génération il n'y a pas longtemps où les dessins animés pour les gosses, c'était vraiment des trucs très naïfs, très gentils, c'était pas du tout... c'était beaucoup moins violent Dora l'exploratrice que Ken le survivant. C'est pas le même public non plus, mais bon. Alors, non violent, je suis d'accord, mais naïf, je suis désolé, entre Candy et Rémi sans famille, niveau dépression, il y a ce qu'il faut. Oui, mais justement, c'est que à une époque plus lointaine, les thèmes des BD étaient plus durs, justement. Ouais. Donc, alors après, Ken le survivant, il y a peut-être le côté nihilisme des années 80, je sais pas. Et je sais pas la sociologie du Japon des années 80 pour voir si ça... Là, je suis dans la pure spéculation. J'ai toujours trouvé que c'était très inspiré de Mad Max quand même, Ken le survivant. Avec les becs sur des véhicules, avec des crêtes et tout. Ouais, c'est vrai, le côté, oui, punk, post-apo. Le mec qui a fait le manga, ce qu'il a fait, il a fait un mix entre Mad Max et Bruce Lee. Donc il a pris Bruce Lee et Mad Max et il a mis en deux. Et ça a fait Ken le survivant. Tu vois? Et des chocs à Bruce Lee et Mad Max. T'as quelle combinaison Non, mais pour moi, il n'y a pas mieux. Ken, en deuxième, c'est Dragon Ball. Mais Ken, c'est Ken, quoi. Je suis Manhattan qui nous dit qu'il y a eu des trucs très cons dans les années 90 quand même si je crache pas sur le Club d'eau. S'il y a des gens qui commencent à mal parler sur Aishite et Naito, ça va mal se mettre. Hein. Lucie, l'amour et rock'n'roll, c'était quand même le meilleur manga qui ait jamais existé. Ah ouais. Avec pas des vraiment. beaux gosses, là, les cheveux longs et tout ça. J'ai jamais compris ce truc-là. Et puis il y avait un chat dans une crêperie et il voulait gratter des crêpes. Mais Hélène et Garçon ont copié sur ce manga-là pour faire la série. Parce que c'est exactement la même histoire. Des rockers avec les cheveux longs. Bah, c'est AB Productions de toute façon, avec leurs deux producteurs qui ont démocratisé les mangas chez nous. Hein. Donc forcément, quand ils ont fait leur série AB Productions, ils ont tout acheté au kilo. Ils sont inspirés de ça. Hein. Oui, complètement. Bah, Princesse Sarah aussi, c'était un peu le reportage, pas en fait, très joyeux. Ils avaient carrément leur logement au-dessus des studios, quoi. Et ça tournait H24. Hein. Ouais, et puis c'était, toi t'es technicien lumière, bah tiens, tu vas être acteur, on a besoin d'un connard là dans la scène, donc... Mais c'est bizarre en fait, les Chevaliers Zodiac, parce que moi je suis un grand fan. Enfin, meilleur Après les autres, ça... Ouais.
Après, les autres, ça part un peu en sucette. J'avais appris il y a quelques années que. Jusqu'à en fait, Hades, c'est super. dans les Chevaliers du Zodiac, ils sont tous Non, les Chevaliers demi-frères en d'Or. fait. Ils sont tous demi-frères. Ouais, ils ont tous le Ils ont même tous père. le même père. Mhm. Ouais, ils ont tous le même père, c'est chelou. Ah, le mec, Et Bob apparemment, Marley peut se la- rhabiller hein, avec ses 18 enfants. Ouais. Apparemment, Petit joueur. la version Netflix, ils ont mis le Chevalier d'Andromède en fille. Ouais, c'est vraiment dommage. Franchement, là, Moi, moi, il y a- le choix, je... Bah, il faisait très efféminé déjà, c'était Oui, le mais LGBT justement, de en fait, l'époque. Hein. non mais Justement, c'est justement, il c'est avait ça eu- qui était intéressant dans le personnage, c'est qu'il était un peu Alors- androgyne, tu vois, et que même s'il avait l'air en apparence le plus faible, c'était peut-être lui qui avait l'armure la plus dangereuse. Et juste avoir traduit ça par il est efféminé, on va mettre une femme à la place. Non, il y avait des femmes chevaliers. Vous auriez pu retravailler le personnage des femmes chevaliers, qui effectivement qui avaient une armure, c'était un bikini en métal, donc bon. Peut-être. Oui, mais alors là, tu tu par vois, rapport à ça. c'était le seul de ce que je me souviens des Chevaliers Zodiac, c'était le seul qui avait une armure ou de base Andromède dans la. Qui a une dans arme, la mythologie, déjà intégrée, C'est une ouais. femme. C'est Ah. une femme. Une déjà, armure rose. de base. Mais moi, il y a un truc qui m'a traumatisé dans Chevalier Zodiac, c'est Iki. À la base, Tu c'est vois, Iki. c'est- C'est Iki qui devait être à Andromède d'ailleurs. Hein. Voilà, tu vois, Iki, au début de la série, il il a montre pris la place de son frère. qu'il a passé sa vie là dans un. Ouais, sur la pire île et tout. Ouais. Et puis que son maître, il doit casser la gueule tous les jours. Ouais, en vrai, si tu regardes, et puis- en fait, tous les chevaliers, Ouais. ils ont vécu ça plus ou moins. Non, Iki, il en a chié. Mais, Alors, Andromède, Iki- c'est moi, pareil, ça parce m'a que justement, à un moment, ils disent à Iki, Andromède, parce non. qu'en fait, il a échangé, tu vois, il a dit, Ouais. l'île de la Ouais, mort, c'est ça. non, moi je vais prendre l'île de la mort, lui il va pas s'en sortir s'il y va. Et en fait, non mais tu crois Ouais. qu'il est parti en sinécure, ton frère? Tu sais quoi? Il est parti dans un endroit pire que l'île de la mort. À un moment, il y a un mec qui dit ça à Iki. Il fait, tu crois lui rendre service? En fait, il va dans un endroit pire que toi. Et c'est justement le mec qui le tape tous les jours qui lui dit ça.